Parce que c'est vrai que c'est bien beau de s'adapter au réchauffement climatique, mais bon, bah, le rendement, ça reste quand même la priorité, c'est la clé. Julien Faure, vous êtes directeur donc, des vignobles Wranken Estate et conseiller du président François Wranken. Et donc, vous allez nous parler rendement, enfin surtout optimisation des rendements, avec un exemple sur vos vignobles en Camargue, si j'ai bien compris. D'accord, tout le groupe. Ok, merci. Ah, mais il y en avait un tout à l'heure. Donc bonjour à tous, Fort Julien. Alors merci à l'ensemble des équipes du syndicat, à Nicolas et ses équipes de m'avoir convié à présenter ces travaux. Alors on n'est pas je suis pas chercheur, je préfère le préciser en amont. On n'est pas non plus un centre d'études, mais on est bien un groupe. On est donc le deuxième groupe de Champagne, on a également des vignes en Provence, mais l'idée, c'est bien de vous montrer aussi que dans des groupes privés, on est capable de faire aussi, de transmettre l'information et les mesures qu'on peut faire aussi dans nos vignobles. C'est vraiment l'idée de cette présentation. Donc l'idée, c'est de synthétiser entre 6 et 7 ans de travail sur le sujet du rendement en viticulture dans l'ensemble des vignobles de la maison que je présenterai. Alors évidemment, je m'excuse énormément parce qu'en 20 minutes, synthétiser le sujet de l'optimisation du rendement en viticulture, je pourrais en parler pendant toute une journée. Donc pour ça, je m'excuse. Et l'idée, c'est que j'ai essayé de pouvoir synthétiser l'information et qu'en tant que vigneron, vous puissiez avoir les clés de décision directement dans vos vignobles. Alors, une petite présentation du groupe sur 2 diapositives, mais c'est quand même important. Donc, le groupe Wranken Pommery Monopole, c'est 4 engagements. C'est un groupe qui est familial, qui se dit familial, qui a été créé par le président Wranken en 1976. Il se dit international parce qu'on est dans 130 pays d'un point de vue commercial avec 11 filiales. Engagé parce qu'on est le premier vigneron d'Europe et encore plus en agriculture biologique. Donc on se dit donc innovant, éthique sur le plan environnemental, mais aussi pour l'ensemble de nos collaborateurs et salariés. Et enfin, on pense avoir la maîtrise d'un savoir-faire qui est propre à la maison. Et pour tout ça, c'est les mots de Nathalie Wranken. Nous sommes, quand nous travaillons dans le groupe, audacieux. Et également, que ce soit dans l'ensemble des vignobles de la maison, et parce qu'on pense qu'on a un savoir-faire et une raison de travailler pour le futur de la maison. Donc voilà une présentation rapide de l'ensemble des vignobles de la maison. On est évidemment bien impliqué en Champagne, comme le deuxième groupe en Champagne, avec pratiquement 400 hectares de vignes maison. Nous avons 330 hectares de vignes au château La Gordonne en Provence, sur le terroir de Pierrefeu du Var. 2300 hectares en Camargue, donc dans la future AOP Sable de Camargue, et 220 hectares de vignes dans la région du Douro, au Portugal, et finalement un petit nouveau qui vient de se greffer cette année, enfin depuis 3 ans, mais où on construit un vignoble dans le Hampshire, donc proche de Londres, où nous avons développé un vignoble de sparkling pour la maison. Alors, le sujet du jour, il est complexe parce que optimisation du rendement en viticulture. J'aimerais bien synthétiser en fait cette équation-là parce que tous les vignerons se disent finalement l'optimisation, est-ce que c'est pas des leviers techniques ? Et je trouve que levier technique, c'est encore un gros mot. Je dirais que dans un premier temps, il faut qu'on puisse avoir un diagnostic précis de notre vignoble et de savoir ce qu'on peut en sortir. Ensuite, le rendement, c'est évidemment la finalité. En moyenne, en Provence, je crois que le rendement sur 5 ans est de 47,5, autour de 47,5, avec un quota qui est à 55 hecto-hectares. Et enfin, l'idée fondamentale, c'est de se dire, est-ce que les leviers techniques associés à un rendement qui est agronomiquement bon dans notre parcelle, comment on peut justifier la qualité derrière, ou comment on peut l'expliquer et comment on peut la faire varier ? Alors je m'excuse aussi, c'est que le sujet de la qualité sera peu ou pas abordé dans cette présentation parce qu'il nous faudra encore 3 heures de plus. Donc voilà le déroulement de la présentation. Elle se fera en 3 grandes parties. La première, c'est de vous définir ce que c'est le rendement viticole, que ce soit d'un point de vue agronomique, donc je reviendrai sur des bases physiologiques, sur la composante du rendement et les variations qu'on peut avoir d'une année à une autre. Et ensuite, les parties A sur qu'est-ce que c'est le rendement en année N-1 et le rendement en année N, ça a été expliqué pendant les différentes présentations. Je définirai ce que c'est l'optimisation viticole avec l'ensemble des diagnostics que vous pouvez faire dans votre vignoble et vous expliquer
comment justement on peut optimiser de manière facile, évidente et avec une vision très vigneronne nos vignobles. Et enfin, je conclurai avec de nombreuses perspectives qu'on a pu conclure. Donc un rappel rapide sur le sujet du cycle de la vigne. Le cycle de la vigne, c'est bien 2 cycles de croissance qui se cumulent et qui se chevauchent. Donc on a bien le cycle végétatif sur la tige, les feuilles et les racines, et le cycle reproducteur avec toutes les inflorescences, les grappes et les baies. Mais ce que vous pouvez voir quand même qui est fondamentalement essentiel, c'est que le rendement de la vigne se travaille de l'année N-1 à l'année N. C'est-à-dire que l'utilisation des réserves élaborées en post-récolte N-1 aura un impact sur la mise en réserve également dans post-récolte en année N, sur le rendement de l'année N. Et donc l'idée, c'est bien d'avoir une réflexion sur de N-1 à N+1. Et que tout ce que vous allez faire en N-1 aura un impact sur la récolte de l'année N, mais également sur ce qui se passera en N+1. Donc, je passe sur ces sujets-là, mais le cycle normal, débourrement, floraison, véraison et enfin récolte. Et vous voyez que c'est bien un cumul de différentes étapes qui amènent à la récolte à la fin. Cette diapo est très importante et je vous demande de la garder en mémoire parce qu'elle va permettre de comprendre toute la suite de la réflexion. Le rendement viticole se définit en 2 années consécutives, l'année N-1 et l'année N. On définit le rendement suivant le modèle suivant, c'est-à-dire qu'on sépare 70% du rendement et 30% du rendement. Les 70% du rendement sont conditionnés par la structuration des bourgeons en année N-1. C'est-à-dire que tout le travail que vous avez dans les bois l'année N-1 impactera le rendement de l'année N. C'est-à-dire que c'est tout ce qui est sur le sujet des rameaux et sur le nombre de grappes. Le développement des inflorescences et de la fécondation représente également une part de ces 70%. Quand on arrive à peu près au niveau de la floraison, à la fin de la floraison, on passe sur les 30% du rendement, c'est-à-dire ce qui est conditionné par uniquement la baie en nombre et en volume. Donc et qui évidemment, c'est là où souvent, c'est ici où on voit le plus de dépendance à l'année N, c'est ce qu'on a pu voir dans l'ensemble des présentations, notamment sur les sujets et les questions sur le flétrissement de la baie. Donc le rendement en année N-1, on a différents facteurs. On a les facteurs biotiques et les facteurs abiotiques. Sur les facteurs biotiques, on a donc l'impact de la température, de la lumière, qui sont souvent synergiques sur la qualité des bourgeons. Et enfin l'état hydrique, parce que évidemment l'idée, c'est que dans la formation des inflorescences et des primordia dans les bois, éviter la contrainte hydrique et éviter la contrainte azotée souvent engendre que ce soit d'ailleurs en contrainte ou en excès, va optimiser le rendement de l'année N+1. Et enfin, les facteurs abiotiques, donc qui sont tout ce qui est nutrition carbonée. Donc j'entends en nutrition carbonée tout ce qui est partie glucidique, mise en réserve, exportation de l'amidon, etc. Et nutrition azotée et minérale sur les excès azotés la plupart du temps, ou les contraintes azotées. Et enfin, tout le sujet des hormones, qui, certains en ont parlé pendant les différentes présentations, sur tout ce qui est cytokine, acide abscisique et auxine qu'on peut retrouver dans ce cycle-là. Alors évidemment, je ne vais pas m'étaler à vous expliquer tout ce... Et l'idée, ce n'est pas de faire une démonstration de biochimie, mais c'est bien le cumul de ces facteurs qui va nous amener à la synthèse du rendement. Et comme vous voyez, c'est que ici, on se rend compte qu'il y a quand même énormément de facteurs, de variables d'une année à une autre. Et l'idée de ma présentation, c'est bien de ne pas vous dire à la fin, c'est variable d'une année à une autre. Parce que sinon, je peux poser le micro et aller m'asseoir. Mais l'idée, c'est bien de pouvoir vous expliquer qu'à l'intérieur de ça, on peut avoir des facteurs qui sont bien identifiés, qu'on peut mesurer, qu'on peut identifier et quantifier pour justement les ajuster directement au vignoble et pouvoir avoir un impact direct sur l'année et sur l'année N+1 sur le rendement. Donc, juste un rappel encore une fois sur la physiologie, mais là, on a travaillé sur tout ce qui était dans le bois, c'est-à-dire sur tous les facteurs biotiques et abiotiques qui ont un impact sur le rendement de l'année N, mais depuis l'année N-1. Et là, je vais vous parler de toutes les variations qu'on peut avoir dans l'année N, donc le rendement de l'année N. Donc, on observe des variabilités sur le débourrement. Donc le débourrement, c'est bien l'acte du débourrement, c'est bien à partir du début du cycle végétatif où on voit des pleurs sur la vigne. Plusieurs phases pour déclencher le débourrement, la paradormance, l'endodormance et l'écodormance qui amènent au débourrement.
Et enfin, le sujet de la floraison, avec un début de floraison lors de la chute des capuchons floraux. Et c'est bien une condition optimale de floraison, c'est autour de 25 degrés. Et évidemment que si on a des températures inférieures à 12 degrés ou supérieures à 35 degrés, comme on peut avoir, ou même 32 degrés pardon, en moyenne, comme on peut avoir dans certains vignobles, ça peut engendrer de grosses variabilités sur la qualité de la floraison, comme vous pouvez vous en douter. Alors, ce qui a été présenté par le professeur Deloire, mais c'est quand même important, c'est qu'ensuite qu'on a parlé de la variabilité du débourrement, la variabilité de la floraison, on peut avoir aussi un impact sur la variabilité du développement de la baie. Ici, vous retrouvez donc un graphique de synthèse où finalement on se rend compte qu'il y a, dans le développement de la baie, il y a 3 phases. On a la croissance herbacée qui se passe ici, le plateau herbacé qui est là, et ensuite la véraison. Et à l'intérieur de ça, on constate que la baie, elle se divise de manière, et elle grossit de manière différente. C'est-à-dire qu'on voit qu'on a une division cellulaire de la baie à partir de là. Ici, on a une élongation, une latence, et enfin une élongation encore cellulaire qui amène jusqu'à la vendange ici. Je ne rentrerai pas dans la notion de qualité. Ici, je ne parle que de prise de volume et de prise en nombre de baies, etc. Donc, là, encore une fois, gardez ce schéma en tête. On va rentrer dans le vif du sujet, si vous voulez bien. Donc, ici, vous avez donc une étude que je vais vous présenter, si je suis bien dans le timing, qui synthétise donc, à peu près 2000 hectares de suivi. Donc, il y a 300 hectares au château La Gordonne et 1750 hectares de vignes en Camargue. C'est plus de 300 parcelles d'études, sur plus de 10 cépages, et il y a entre 5 et 6 ans de recherche au sein de la maison sur ces sujets-là. La photo que vous avez à gauche, c'est un peu ce qui se passe dans l'ensemble de nos vignobles chez nous, en tout cas ce qui concerne la maison, où sur chaque parcelle, nous avons identifié des pieds, aléatoirement, sur l'ensemble des parcelles, sur les 2000 hectares. Et donc, on va travailler de manière différente, c'est-à-dire à la place de parler de densité, à la place de parler d'une réflexion, je dirais, très générale, on est allé analyser qu'est-ce qui se passe pour chaque individu. Et on les a détaillés de manière agronomique, on est allé jusqu'à analyser l'ensemble du pied et de considérer le pied comme un être au sein d'une parcelle et ensuite d'essayer de trouver des solutions à l'échelle de l'ensemble des vignobles. Donc on va travailler maintenant pour expliquer le diagnostic, on va partir de cette diapositive qui est donc l'évolution du potentiel de taille sur la notion quantitative et qualitative. La photo que vous voyez à gauche, c'est à peu près 85% du vignoble français. Et dire que ça représente à peu près le vignoble provençal, je pense qu'on est dans le vrai. On parle de potentiel hydrique, on parle d'assimilation de fertilisation, on parle d'assimilation des sols, de carbone, je trouve ça formidable. Mais si on calcule un potentiel hydrique sur une vigne comme ça, ou sur une vigne comme ça, je peux vous assurer qu'on n'aura pas les mêmes résultats. Sauf que ça, c'est encore une fois 95% du vignoble chez nous. Donc je vous demande juste de regarder, d'avoir bien ça en tête, ces deux comparaisons. Ça, on va appeler une taille mutilante, et ça, on va appeler une taille non mutilante. On va l'appeler B, ok ? Et ça sera le témoin. La taille non mutilante, elle va suivre 6 principes. Le premier, c'est de créer une ramification qui soit contrôlée, c'est-à-dire ce genre de choses. Tailler sur les bois de l'année, respecter de la taille à la couronne sur les coupes de couronne, le respect des chicots, avoir l'ensemble des tailleurs, avoir des coupes planes sur la coupe des vignes, et enfin une pratique très spécifique sur le travail en verre. Tout le monde a ça en tête ? C'est formidable. Il reste 5 minutes ? Parfait. Donc ici, vous avez tout l'ensemble des diagnostics qu'on a pu faire dans notre vignoble. C'est-à-dire que vous avez toutes les mesures de taille qu'on a pu faire, les mesures de débourrement, les mesures à la floraison, à la véraison et post-vendange. Mais en fait, sur tout ce que je vous ai expliqué sur le rendement, le premier acte qui va déterminer le rendement de l'année N-1, N+1, ce que vous voulez, c'est comment vous allez tailler la vigne. Donc on est allé réfléchir à comment le pied de vigne il est conceptualisé. C'est-à-dire que vous avez une partie ici, c'est la longueur des coursons, le respect de la taille et à la fois l'étalement du microclimat des grappes. Et ça, on peut parler ça de quelque chose d'assez périn.
Ici, vous avez ensuite la partie pérenne, mais encore plus pérenne, c'est de conserver un bois, donc la structure du pied, qui reste non mutilant et quelque chose de bien structuré, sans problème majeur d'esca ou des problématiques de perte de bras, mais quelque chose d'intègre. Et enfin, on a quelque chose, souvent les gourmands étaient considérés comme quelque chose de problématique au pied, je suis 100% d'accord, mais c'est vrai que parfois ça peut être aussi d'imaginer que finalement un modèle de vigne, ça ne s'imagine pas sur 25 ans mais sur 60 ans, et que finalement ça peut permettre de pouvoir régénérer la vigne et pouvoir de repenser un vignoble, une structuration du vignoble qui soit standardisée et qui amène donc un contrôle du rendement qui est beaucoup plus efficace. Ici, juste pour expliquer rapidement, sur la photo que vous avez vue où il y avait tous les points sur chaque individu, on s'est amusé à analyser tout ça. Puis finalement, on a analysé la répartition de l'équilibre d'une souche, c'est-à-dire de voir si les deux bras sont homogènes ou pas, et voir le nombre de grappes, et voir si finalement on a un équilibre de bras sur l'ensemble des pieds. Ce qu'on peut constater, c'est qu'en fait, on a pratiquement 65% des pieds qui sont homogènes, qu'on considère comme homogènes, avec un rendement qui est plutôt bien sur chaque individu. Mais on a quand même 35% des pieds qui sont déséquilibrés. Manque de bras, nécrose, manque de tourelle, manque de position. Donc du coup, on ne peut plus travailler sur des bourgeons à fruits. On a des pertes de rendement, c'est évident. Et en fait, l'idée, c'est de pouvoir imaginer comment on peut réfléchir sur un nouveau mode de conduite et une formation du vignoble qui soit beaucoup plus pérenne. Ici, alors je ne rentrerai pas dans le détail parce que c'est très lourd, mais l'idée c'est pour vous montrer, ça c'est l'ensemble des échantillons. Ça c'est tous les pieds dans une parcelle qui pour nous étaient considérés comme homogènes. Ça c'était la meilleure des parcelles. Ce que vous voyez ici, c'est en fait l'ensemble des individus. Il n'y en a aucun qui se comporte pareil. Aucun. Et ici c'est les extrêmes, que ce soit les consignes de taille qui sont bien respectées, l'excès de vigueur, etc. En fait, ce qu'on analyse, c'est qu'on a plus de 90% de la parcelle qui n'est pas homogène. Donc, en fait, quand vous faites des prévisions de rendement, vous avez 80% des pieds qui ne se comportent pas de la même manière. Ici, vous avez la proportion du nombre de coursons. Donc, c'est les bois qui sont laissés à la taille, à deux yeux. Ce que vous voyez, c'est deux choses. C'est qu'en fait, sur des vignes qui ont plus de 30 ans ou 40 ans, on s'est rendu compte chez nous qu'on avait un optimum de rendement qui était excellent. C'est-à-dire qu'on n'avait pas de perte de rendement, ou peu. Que ce soit irrigué ou pas irrigué, je ne m'attache pas à analyser ça. Et ensuite, on est entre 0 et 20 ans. En fait, on se rend compte que tout le travail qui a été fait depuis 20 ans, toutes les vignes qui ont été formées, elles ont une perte de courson, une perte de rendement, perte de fertilité. Et en fait, ce que vous voyez, c'est que du coup, on a un déclin de la qualité de taille depuis 20 ans, là où finalement on était en très optimisé depuis 30 ans ou 40 ans. Ce qui veut dire que depuis 20 ans, ce qu'on a constaté, c'est qu'on a eu un changement fondamental du mode de conduite qui a engendré justement une dégradation du vignoble et une dégradation des rendements. Ici, sur mesure sur grappe, deux analyses, donc Grenache noir et Roll, j'ai pris ça comme exemple. Ce qu'on constate, c'est qu'en taille non mutilante sur plus de 6 ans, le Grenache noir présente moins de fleurs initialement à la floraison, mais son taux de coulure est beaucoup moindre par rapport à d'habitude. Ce qui fait qu'en moyenne, on a plus de baies par grappe, en moyenne 60. Le Roll n'a pas donné de données significatives, qu'on se rend compte, enfin les Provençaux le savent exactement, qu'on a de fortes variabilités sur le Roll d'un point de vue climatique, ce qui engendre des fortes variabilités de rendement. Ici, on s'est attaché à l'évaluation climatique, c'est-à-dire qu'on est allé imaginer comment on peut caractériser chaque millésime avec les 30% et les 70%. On sait que 70, c'est la plupart du temps, c'est l'année N-1, et les 30, c'est l'année N. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas classifier des millésimes en fonction de ça, et en fonction du climat? Donc du coup, on a fait beaucoup de statistiques, et puis on a mélangé toutes les composantes du rendement qu'on a analysées, on les a associées avec de la pluviométrie, et puis finalement, on a réussi à sortir un diagramme qui nous permet de, chaque année à peu près, savoir sur quel type de millésime on se comporte en fonction de la pluviométrie et de nos indicateurs mesurés. Et en fonction de ça, on arrive à classer nos millésimes et anticiper à partir de janvier, la plupart du temps, ce qui va se passer, plus ou évidemment dans des mesures différentes, mais ça nous permet de pouvoir être beaucoup plus je dirais, durable et d'anticiper les problèmes quand il y en a au vignoble et de pouvoir les ajuster. Ouais. Ici, le sujet, donc rapidement, on revoit ici, il faut imaginer qu'il y a de l'irrigation qui est partout. Je ne rentre pas dans le détail, mais on a conclu sur le sujet de l'irrigation que le professeur Deloire était associé aux travaux, qu'on a essayé d'imaginer quel est l'impact de l'irrigation sur la composante des 70-30 que je vous ai expliqué. Donc voilà la synthèse. Sur la structure des 70%, on a analysé que finalement une irrigation pré-débourrement entre le 15 et le 15 mars pouvait faciliter le développement végétatif, qu'on a une augmentation de 10% de la qualité du débourrement,
et de 10% de la fertilité des bourgeons. On a une optimisation de la fertilité également et du pourcentage de débourrement sur les bourgeons latents. Une irrigation post-débourrement permet aussi de favoriser le rendement de l'année N+1 dans la formation. Et également, une irrigation post-vendange couplée à un traitement cuprique va permettre de sécuriser la mise en réserve de l'année suivante. Et enfin, sur la structuration de la composante 30%, on a considéré qu'il ne fallait pas irriguer 15 jours avant et pendant la floraison pour optimiser le nombre de baies par grappe. C'est-à-dire qu'on a considéré qu'on avait de meilleurs résultats quand on irriguait 15 jours après la floraison jusqu'à la phase de nouaison, où là, la baie est dans une phase de multiplication cellulaire. Et on se rend compte qu'on a une prise de volume qui est significative sans dégrader la qualité à la fin. Et après la nouaison, on rentre dans une phase d'augmentation des vacuoles, donc une élongation cellulaire, où là, l'irrigation va avoir une tendance on peut avoir une prise de volume, mais attention, parce qu'à un moment, on peut arriver à avoir un problème sur la qualité. Et donc là, on a donc, quoi qu'il se passe sur les 30%, si vous voulez gérer les 30% avec l'irrigation, vous ne m'augmenterez que de 10 à 15% le volume du fruit dû à l'irrigation, s'il est bien géré. Et donc ici, juste rapidement, il me reste 2 diapositives et on va terminer là-dessus. Le rôle donc, de la taille non mutilante. Sur le rôle, on a considéré qu'on constate 20% de baies par grappe, mais le poids moyen d'une baie est diminué de 7%, mais on constate plus de baies par grappe. Sur le grenache, on constate 30% de grappes en plus sur les cèpes sur une analyse de 6 ans. Donc l'optimisation du volume est entre 10 et 15% sur le volume de la baie, en fonction du millésime, en fonction de la gestion de la vigueur et des bois, et sur les apports en eau également. Ouais, décidément. Et donc, pour conclure, et l'ensemble des perspectives, voilà à quoi, et je crois que c'est tout bon vigneron dans son bureau est capable de faire ce travail-là. Donc ça, c'est ce qu'on appelle chez nous un bilan de structuration de rendement par parcelle, où on analyse l'ensemble des indicateurs chiffrés qu'on peut mesurer dans notre vignoble pour anticiper le rendement et l'optimiser. Donc deux analyses. Le premier, c'est la méthode de taille et la gestion de l'architecture de la végétation et du mode de conduite. C'est l'étape 1 avant de parler de débourrement, de floraison, d'hormones, de ce que vous voulez. Deuxièmement, on travaille sur un diagnostic agroclimatique à la parcelle pour déduire l'ensemble des leviers que je viens de présenter d'un point de vue agronomique, en gardant en tête ce ratio 70%, 30%, on n'est pas à la virgule près, mais au moins ça donne des ordres d'idées pour pouvoir prendre des décisions claires dans les vignes. Et enfin, cette démarche permet 4 choses. Le premier, c'est qu'évidemment, je ne dis pas que le vigneron provençal n'est pas dans ses vignes, mais je dis juste que le sujet est fondamental, c'est qu'évidemment, en mesurant ce genre de choses et en allant dans les vignes, c'est de la prophylaxie, on est encore plus dans les vignes et on anticipe les problèmes. Le deuxième point, c'est qu'on a un suivi de la productivité et des indicateurs qui sont beaucoup plus fiables. Et enfin, on a une gestion du rendement que j'aime dire par le haut. Souvent, c'est ce que je dis à mes équipes. On peut créer des filets agronomiques qui sont durables, c'est-à-dire que quand vous anticipez et que vous optimisez votre potentiel de production, il peut geler, il peut faire plein de problématiques, vous aurez toujours un rendement à la fin qui peut être acceptable si l'ensemble des leviers sont bien optimisés. Et enfin, la dernière, c'est d'avoir une vision à 40 ans de l'activité d'un vignoble, c'est-à-dire qu'une vigne, elle n'est pas que sur 25 ans, mais on peut la pousser sur 40 ans avec un rendement qui reste constant et durable. Voilà, je vous remercie. Merci.